Salut à tous. On va revenir sur un petit peu l'état du mouvement et ce qui a été dit dans les médias ces derniers jours. J'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours parce que je me suis mis en retrait afin d'observer ce qui se passait. Je pense savoir dans mes 4 vidéos d'avant pas mal parlé de choses qui sont revenues ces derniers jours justement. Et moi, ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, ce que j'ai pu observer, que ce soit dans la presse ou dans les déclarations de Macron ou les déclarations des opposants, euh, conforte à peu près mes opinions et ce que j'avais dit. Du coup, je reviens donc pour essayer de faire un petit état des lieux. On va commencer par parler du procès en dictature de Macron. Euh, j'ai parlé ouvertement de dictature dans mes vidéos. Euh, et donc, c'est une discussion qui actuellement existe médiatiquement. Un certain nombre de personnes commencent à dénoncer la dictature et commencent à l'appeler par son vrai nom. Euh, Macron s'est défendu dans son avion en Israël, vous avez sûrement tous entendu. Il a repris l'argument qu'on entend à chaque fois qu'on essaye en France de dénoncer une dérive autoritaire. Le seul argument qu'ils vont nous opposer en face, c'est ah bah allez voir dans une vraie dictature comment ça se passe, etc. Donc, alors d'un côté, il y aurait vraiment le bien et le mal, donc il y aurait des régimes démocratiques parfaits comme celui de la France, et puis des régimes dictatoriaux horribles comme la Corée du Nord ou la Chine. Et donc voilà, c'est toujours le même argument qui a été démonté en plus il y a très longtemps de ça, au moment justement où, après la seconde Guerre mondiale, un certain nombre de philosophes se sont intéressés aux dictatures, un certain nombre de philosophes politiques comme Hannah Arendt, qui dénonçait très bien justement cet argument du moindre mal qui consiste dans les fameuses démocraties occidentales à nier les dérives autoritaires, à accepter le moindre mal tout en montrant le mal. Et Macron, en pointant du doigt le mal, nous donne un argument tout à fait irrecevable. Et c'est drôle, mais comme l'a dit Onfray dans sa lettre ouverte, là, que je vais mettre dans la description, si vous l'avez pas lu, c'est drôle, mais dans sa définition de la dictature, il ne semble même pas comprendre qu'il donne la... il donne exactement l'image de la France d'aujourd'hui. Ça montre à quel point il est complètement à côté de la plaque, Macron, qu'il ne se rend pas compte. Lui, il a toujours l'illusion d'être dans la même démocratie qui existait avant son arrivée. Moi, je pense évidemment que, vu son cynisme et sa certaine intelligence, il sait très bien que beaucoup de choses ont changé du fait de son action. Et voilà, on est face à du déni de réalité, mais c'est surtout de la communication politique visant à rassurer ces éditorialistes qui sont ses principaux défenseurs et visant aussi à rassurer tout simplement les personnes qui sont encore plus ou moins légitimistes de l'ordre établi, celles qui, pour eux, euh, défendent défendent non pas Macron, mais défendront toujours l'État, que ce soit l'État de Pétain, l'État de Napoléon, l'État de Macron. Pour eux, l'État, c'est l'État et l'ordre doit être défendu. Et voilà, donc c'est l'argument typique, ça. Allez voir en Corée du Nord ce que c'est une dictature, mais laissez-moi chez moi changer votre pays et vous faire basculer dans un régime autoritaire. Euh, évidemment que euh, évidemment que la France est dans un état actuellement gravissime, gravissime. La majorité a encore toutes les armes dans son camp pour faire passer en force la réforme des retraites. La réforme des retraites qui, je le rappelle, n'est qu'un seul, c'est qu'un seul volet du changement d'ordre social voulu par Macron qui va à toute vitesse. Je vous rappelle que la réforme du chômage va arriver au printemps
et qu'elle est particulièrement préoccupante et qu'elle va appauvrir énormément de gens. Et évidemment, la baisse des chiffres du chômage qui a été annoncée un petit peu de manière un petit peu magique, voilà, ils ont sorti de leur chapeau une baisse historique depuis 10 ans, 3% de chômeurs en moins. Bon, il faut savoir que au mois de novembre, il y a eu déjà une réforme au niveau de Pôle emploi qui fait que, bon, vous saviez déjà que c'était facile de se faire radier avant, mais là c'est encore plus facile de se faire radier. Et on parle bien d'une baisse d'inscrits à Pôle emploi et non pas d'une baisse du chômage, puisqu'évidemment, ils n'ont aucun moyen de mesurer de manière efficace et de manière surtout précise les chiffres du chômage en France. Après la réforme du chômage viendra la réforme de la sécurité sociale. Donc en fait, si vous voulez, Macron, en moins de 5 ans, il cherche tout simplement à détruire un système qui existe depuis 1945, qui existe depuis la victoire des Alliés et la France du Conseil de la Résistance, qui était présidée par De Gaulle. Tous les acquis sociaux dont on bénéficiait là depuis 70 ans, Macron veut les rayer de l'histoire et de la carte en moins de 5 ans. Macron va très vite. Ces réformes vont aller très vite. Et pourquoi il essaye évidemment de détruire ce modèle social en France qui fonctionne, qui contrairement à ce qu'il nous raconte n'est pas déficitaire, etc. Le modèle social fonctionne très bien. Et ben il essaye de le détruire parce que lui, son idéologie, c'est celle du libéralisme, c'est celle des Allemands de ces dernières années, qui ont eux-mêmes complètement libéralisé leur modèle social, et aujourd'hui on a vu que la pauvreté explosait. C'est aussi celle de Thatcher. C'est le modèle de Thatcher dans les années 80, quand elle a commencé à s'attaquer au système social anglais, et que elle s'est mangé 2 ans de grève, et pendant ces 2 ans de grève, elle n'a pas faibli. C'est pour ça qu'on l'a appelée la Dame de Fer. Macron, je pense qu'il s'inspire beaucoup de Thatcher. Quand il voit un mouvement social, il se dit que il n'a pas de raison de plier. Les grévistes peuvent tenir aussi longtemps que qu'ils le veulent. Lui, il ne bougera pas, et je pense qu'il ne bougera pas. Donc évidemment, c'est une forme de vision de la politique et de vision de l'exécutif qui n'existait pas auparavant en France. Tous les gouvernements, peut-être à part celui de Valls, donc évidemment où Macron siégeait comme par hasard, tous les gouvernements précédemment faisaient attention à une chose, celui du baromètre social. Quand une réforme entraînait un mouvement social et une contestation populaire, surtout si elle durait dans le temps, les ministres, qu'ils soient de gauche ou de droite, prenaient cette mesure, et pour garantir une certaine cohésion nationale, ils décidaient donc de suspendre leurs réformes. C'est arrivé en 95 avec les retraites, c'est arrivé un peu plus tard avec les réformes Allègre sur l'éducation nationale, c'est arrivé au CPE. Donc c'est vrai que depuis Manuel Valls et depuis donc la fameuse loi travail, dont je rappelle Macron est le principal artisan, on l'appelle loi El Khomri, mais c'est pas El Khomri qui a fait cette loi. Elle n'était que la piètre figure qui la rapportait. On a constaté donc que les passages en force sont devenus une doctrine chez les gouvernants, et quelque part, en utilisant le 49.3, le gouvernement Valls avait déjà préfiguré la façon de Macron de gouverner. C'était déjà une certaine dérive autoritaire, et c'est déjà une rupture, si vous voulez, c'est déjà une rupture du pacte national, du pacte républicain. Quand un gouvernement décide d'aller contre son peuple, c'est une rupture du pacte républicain. Il faut quand même... Le fait d'avoir été élu, surtout sachant aussi que la méthode des élections en France est très contestable et très peu démocratique, le fait d'avoir été élu ne donne pas aux gouvernants le droit d'aller contre leur peuple.
Mais depuis ces années-là, depuis les années 2015-2016, on constate que chez les gouvernants, il y a une espèce de... ils sont décomplexés à l'idée d'aller contre leur peuple. Et quand le peuple leur dit, ben non, on aimerait bien avoir un petit peu... pouvoir un petit peu donner notre avis et que vous nous écoutiez, la seule chose qu'ils sont capables de dire, c'est oh les Français sont trop bêtes, on devrait faire plus de pédagogie, hein, entre guillemets. Alors ça, c'est un terme qu'on entend très souvent de la bouche d'En Marche et surtout de Macron, qui pense en fait au final, ça veut dire que les Français sont débiles, c'est un petit peu des enfants qu'il faut éduquer au libéralisme, et donc que leurs réformes sont foncièrement bonnes au fond et que si on n'en veut pas, c'est qu'on est trop con. Voilà, donc je vais pas revenir sur par exemple les déclarations ignobles de Sibeth Ndiaye qui vraiment montrent vraiment que on est face à non seulement des idiots au pouvoir qui se prennent pour des gens qui savent tout, mais en plus c'est vraiment des gens qui ont une mauvaise foi sans limite. C'est vraiment sans limite. Et bon, le fait que des gens aussi médiocres que Sibeth Ndiaye ou que par exemple Aurore Berger ou que Marlène Schiappa, le fait que des gens aussi médiocres soient à des postes aussi importants, ça montre d'une part que la France n'est plus capable au niveau universitaire de former des cerveaux. Et c'était déjà le cas avant, hein, quand on voyait Myriam El Khomri. À l'époque, voilà, elle savait même pas le montant du SMIC alors qu'elle était ministre du Travail. Et ça montre aussi que le pouvoir aime mettre des gens un petit peu stupides à des postes importants. Alors pourquoi ils aiment ça? Moi, je pense que c'est parce que c'est dans la volonté de provoquer en fait, et c'est aussi euh, dans la volonté de cristalliser un petit peu les critiques. Donc quand on entend Sibeth Ndiaye ou Aurore Berger raconter leurs bêtises sans fin et sans fond, voilà, on va vouloir les critiquer, mais derrière, on critique pas le pouvoir, on critique pas la haute finance. Donc c'est une histoire aussi de concentrer les critiques sur les personnes et non pas sur les institutions. Alors qu'il ne faut pas oublier que la réforme des retraites, elle est directement issue du programme de l'oligarchie financière, elle est directement issue du programme de l'Union européenne, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc comme je l'avais déjà dit, quand je disais que s'attaquer à Macron physiquement, ça servait à rien, il ne faut pas concentrer nos critiques sur les personnes qui sont au gouvernement, ni sur la personne de Macron. Il faut concentrer nos critiques sur l'oligarchie, parce que c'est eux qui décident. Et que Macron et ses laquais ne sont que des porte-voix, ne sont que des visages de l'oligarchie. Et ça, il faut surtout pas le perdre de vue, mes amis. Ensuite, plus globalement, j'aimerais vous faire part d'une certaine analyse qui sort pas forcément de moi, mais qui est déjà assez répandue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des mouvements sociaux actuellement sur toute la planète. Il y a plus d'une dizaine de pays concernés dans tous les continents. Là, le dernier exemple en date, c'est le Liban. On assiste en fait à un glissement autoritaire au niveau mondial. Donc ça touche aussi particulièrement l'Amérique du Sud. Et les libéraux sont en train donc de déclencher une guerre, hein. Une guerre qu'on pourrait qualifier de guerre mondiale. Toutes les populations qui s'insurgent aujourd'hui dans tous les continents, que ce soit donc en Irak, que ce soit au Liban, que ce soit au Chili, que ce soit en Colombie, que ce soit en France, que ce soit à Hong Kong, etc. Ils ont un mot d'ordre commun, ces gens-là. Ils réclament plus de démocratie et ils veulent mettre fin à la corruption du capitalisme. Ils veulent mettre fin au système capitaliste. Face à ça, donc on observe évidemment une dérive autoritaire mondiale. Et c'est assez drôle de voir par exemple que Jacques Attali, là, s'est fait copain-copain avec Juan Guaido, le président du Venezuela, qui
est quand même arrivé sur un coup d'État. Hein. Il est quand même arrivé sur un coup d'État. Donc c'est drôle de voir Monsieur Attali, hein, ce grand penseur de notre temps, faire copain-copain avec un dictateur qui fait tirer sur son peuple à balles réelles. C'est drôle aussi de constater que la France, au classement des démocraties, nous sommes juste devant le Chili. Hein. Le Chili qui est en train d'être secoué par un mouvement social très important et qui revire vers la dictature. Donc se dire que la France est au niveau d'un pays qui est officiellement considéré non plus comme une démocratie mais comme un régime autoritaire, voire même paramilitaire, comme au temps de Pinochet, bah, c'est assez drôle et surtout c'est assez inquiétant pour l'état de notre pays. Donc actuellement, il y a une guerre mondiale. Hein. Il y a une guerre mondiale et ce n'est pas l'Iran contre les États-Unis, ce n'est pas l'Arabie Saoudite contre Israël. C'est surtout euh, les libéraux qui veulent imposer leur ordre mondial à tous les peuples du monde. Évidemment, ils ont toutes les armes pour gagner. Ils ont toutes les armes pour gagner. Le mouvement Gilet jaune, là, pour le moment, ça ne marche plus, ça ne marche plus. On s'est fait quelque part un petit peu récupérer notre révolte par un petit peu les joyeux lurons de la lutte sociale, ceux qui pensent que un mouvement social, ça se fait en chantant et en dansant. Alors bon, moi je suis content de voir les profs, de voir les avocats, etc. Rejoindre le mouvement et mener des actions. Sauf que on voit bien que leur lutte à eux n'est pas forcément celle des Gilets jaunes. Euh, Ce sont des gens qui donc s'opposent à une réforme d'un gouvernement. Une fois que la réforme sera entérinée ou qu'elle soit abandonnée, quelle que soit l'issue, au final, ils quitteront le mouvement social et ils ne feront plus partie du mouvement contestataire. Alors qu'on sait que les Gilets jaunes vont continuer d'exister. Et bon, je vais en parler après. Je constate simplement que la contestation actuelle de la réforme des retraites a une forme un petit peu bizarre. C'est vrai qu'il y a de la convergence, hein, c'est vrai qu'il y a une certaine convergence qui est bienvenue, simplement elle est un petit peu schizophrène, ce mouvement social est un petit peu schizophrène. Alors d'un côté, ils nous mettent, ils chantent la décapitation de Macron, et ils mettent symboliquement des figures représentant Macron au bout de pique dans leur manif au flambeau là, de jeudi dernier. Mais d'un autre côté, en manif, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des flash mobs, ils dansent, ils font des chorégraphies. Enfin, c'est un petit peu ridicule si vous voulez. Dans les autres pays, on n'a pas ça dans les autres pays. Hein. Quand il y a une insurrection populaire, on fait pas danser les avocats ni les profs. Et il s'agit de s'éveiller avant vraiment que la dictature soit officialisée. Parce que bon, à un moment, même vos petits chants et vos petites danses, vous pourrez plus les faire. Et puis après, de toute manière, ça dérange pas grand monde hein, que vous dansiez. Donc j'avais fait une vidéo sur l'infiltration du mouvement des Gilets jaunes. J'avais pas tout développé en profondeur. Et bon, là, je suis tombé sur la vidéo de Drouet, là, qui a fait pas mal de bruit, où il annonce qu'il se retire du mouvement parce qu'il en a marre des manifs déclarés. Et il en a marre des gauchistes qui essayent de contrôler la colère en faisant des actions joyeuses, etc. Et il a raison, Drouet. Il a raison. Et il a raison quand il dit qu'on a perdu le sens premier du mouvement, le sens véritable du mouvement qui avait gêné le pouvoir d'une manière presque inédite en France. Les manifs déclarés, c'est de la merde. C'est de la merde. Non seulement, en plus, ça crée énormément de blessés, mais en plus ça fait rien avancer. Quand on voit que au dernier acte des Gilets jaunes samedi dernier, la dispersion était faite à Place de la Concorde et que il s'est rien passé derrière, hein, tout le monde est rentré gentiment chez lui. Il a raison Drouet quand il dit qu'il est déçu et que pour lui les gens qui organisent les manifestations et qu'ils veulent absolument les déclarer en préfecture, ils font le jeu du pouvoir sans s'en rendre compte. Mais à un moment, il y a aussi toute une partie de l'extrême gauche qui est complètement schizophrène.
qui est complètement schizophrène. Dans les discours, ils vont nous dire que voilà, ils font partie de la lutte, que c'est génial, qu'on est des camarades, que à bas le capital, etc. Mais au final, leur façon de faire la révolution, c'est en déclarant leur manif. Vous croyez que l'insurrection d'octobre 1917 des bolcheviks ou celle de février, elle était déclarée? Bande de fous, va. Non mais c'est hallucinant, franchement. Donc la récupération idéologique du mouvement, elle est vraiment préoccupante. Elle est vraiment préoccupante. Et Drouet, il a raison. Il a raison de se barrer du mouvement. Je pense que, bon, après, il ne se barre pas vraiment du mouvement, il se met simplement en retrait, et c'est pas la première fois, en attendant que le mouvement retrouve une forme un petit peu, comment dire, un petit peu primitive, hein. Il faut retrouver les élans de novembre et décembre 2018. C'est ça qu'il faut retrouver. Il n'y a que comme ça que en haut, ils vont avoir, ils vont avoir peur, et surtout, ils vont nous respecter. Regardez pour le moment, il donne quoi ce mouvement social qui dure depuis le 5 décembre? Il donne rien, il donne rien. Ils ont toujours la majorité absolue pour faire passer leurs lois. Même s'il y a des députés En Marche qui démissionnent chaque semaine, et d'ailleurs, bravo à eux, continuez de démissionner, on va bientôt passer sous le seuil de la majorité absolue, et peut-être que enfin l'Assemblée pourra être un contre-pouvoir démocratique dans ce pays. Continuez de démissionner, hein, les députés En Marche, c'est très bien. Mais là, en attendant, jusqu'à la prochaine manif, bon alors ce sera samedi de manière déclarée, mais il y en a qui parlent du mois de mars pour exiger un référendum sur la politique de Macron au mois de mars. Mais d'ici là, Macron et son camp, ils ont le temps de faire passer toutes les lois qu'ils veulent, hein, les gars. Ils ont même le temps de décréter la loi martiale, hein, s'ils ont envie, hein. Et puis de toute manière, il y a cette saloperie de virus chinois qui est arrivé en France. Et on constate aussi d'ailleurs, je vais me faire un petit peu complotiste, mais bon, les faits le montrent aussi que les autorités n'ont fait pratiquement aucun effort pour empêcher le virus de pénétrer dans nos frontières. Aucun effort, comparé à tous les autres pays, hein, comparé à tous les autres pays européens ou pas d'ailleurs. Euh, c'est quand même assez drôle de constater que nous sommes le premier pays occidental qui est touché par le virus, alors qu'on n'a pas de frontière avec la Chine. Et en plus, ça tombe à point nommé dans un climat social très tendu où le gouvernement n'arrive pas à reprendre la main. Ils n'arrivent pas à reprendre la main sur ce qui se passe dans les rues. Alors bon, ce virus tombe à point nommé. Donc quant à cette idée là d'appel à la manifestation non déclarée pour le week-end du 16 mars, moi je pense que bah, ça vient un peu trop tard, hein. S'il fallait faire un appel à la manif non déclarée et à l'insurrection, bah, il faudrait le faire plus tôt. Le 14 mars, là, c'est dans trop longtemps, hein, c'est dans trop longtemps. Et quant à ce que le mot d'ordre, ce soit un référendum sur la politique de Macron, vous pensez bien que Macron ne va pas nous offrir un référendum. Puis alors, en plus, c'est un référendum qui est un petit peu révocatoire, hein, dans l'idée, quoi. Bah, si le référendum c'est pour avouer ou désavouer la politique de Macron. Ça veut dire que bah, si une majorité des Français votent pour le désaveu de la politique de Macron, qu'est-ce qui se passe? Il devrait se barrer. Vous pensez bien qu'il va jamais se barrer, Macron? Jamais. Jamais. Il est là pour faire passer ses réformes, que ça aille vite, et qu'il n'y ait surtout aucun frein, et puis c'est tout. Donc moi, franchement, je dis bravo à Éric Drouet. Franchement, j'espère que les gens vont peut-être un petit peu réfléchir que la convergence des luttes, c'est bien, mais il faut quand même pas oublier que au début du mouvement des Gilets jaunes, en novembre et en décembre, tous ces gens-là qui sont actuellement dans le mouvement des retraites, ils étaient pas forcément les amis des Gilets jaunes, hein. Alors combien de fois il y en a qui ont fait le jeu du pouvoir à dire que c'était un mouvement d'extrême droite, etc., et qui aujourd'hui sont même capables de porter les Gilets jaunes? Bon, de la schizophrénie, hein, de la dissonance cognitive. Mais bon, passons. Il faut vraiment se poser des questions, hein. Il faut se poser des questions. C'est comme, franchement, c'est comme les Black Blocs, la présence des Black Blocs en manif. Regardez, le 1er décembre, les Black Blocs n'étaient pas nécessaires, on n'en avait pas besoin. Pourquoi il n'y en avait pas besoin? Parce que
Les Gilets jaunes ont réussi à prendre la place de l'Étoile et l'Arc de Triomphe sans Black Bloc, et sans être formés à une quelconque forme de guérilla urbaine comme le sont les Black Blocs. Alors ils sont formés, hein, ils ont l'expérience du truc, etc. Mais ils servent à rien. Ils servent à rien. Comme je l'avais dit à la fin de ma dernière vidéo, une insurrection, il faut qu'elle soit populaire. Si c'est une petite minorité qui pratique l'insurrection, ça fait pas du tout avancer le mouvement, et c'est d'ailleurs une forme d'insurrection contrôlée. Pourquoi il faut retourner à la forme originelle des Gilets jaunes? C'est parce que pour lutter contre le pourrissement des contestations voulues par le gouvernement, qui est en fait tout simplement fait pour alimenter les divisions idéologiques et les confusions, et aussi pour placer des acteurs de crise, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il faut retrouver ce mouvement où les gens de gauche et les gens de droite, tout d'un coup, se rendaient compte qu'ils avaient le même ennemi, celui de la mondialisation, celui du libre-échange, celui du capitalisme, en fait, qui est l'ennemi non seulement de la démocratie, mais qui est l'ennemi de toute forme de progrès social. On veut faire de nous, donc, des esclaves bien serviles, qui travaillent jusqu'à 70 ans, hein, et qui pourront même plus bientôt bénéficier de chômage sans avoir travaillé 2 ans à temps plein. On veut faire de nous des esclaves, et donc, que vous soyez de droite ou que vous soyez de gauche, quel est votre ennemi, hein? Quel est votre ennemi? Eh bien, c'est exactement cette oligarchie financière. Nous avons les mêmes intérêts, et ça, les Gilets jaunes avaient commencé à le comprendre. C'est la politique du gouvernement, notre ennemi. Et c'est aussi les tentatives de récupération politique. Drouet, quand il dit que pour lui, quelqu'un qui porte le gilet jaune ne doit pas faire partie d'un parti politique, évidemment, il a amplement raison. Il a amplement raison. Si vous portez le gilet jaune, en fait, vous ne devez pas porter la voix de votre parti. Tout le monde a le droit d'avoir des tendances politiques, hein. Moi j'ai les miennes, d'autres amis à moi ont les leurs, etc. Et pourtant, on arrive à se retrouver dans le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi on arrive à s'y retrouver? Parce que nous avons des intérêts en commun. Et il faut retrouver donc la forme du mouvement de ses débuts, où le mouvement était tout simplement populaire et non pas politique. Il y a un certain nombre de gens qui vont plus en manif pour diverses raisons. La principale raison, c'est évidemment le maintien de l'ordre, hein. Et alors là, bon, il n'y a pas vraiment de solution, hein, même si, bon, aujourd'hui, la société, elle est à peu près informée de ce qui se passe, dans les rues et avec la police. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, les lycéens, quand ils vont passer leurs épreuves du bac, il y a qui garde les grilles du lycée? Il y a des policiers armés, cagoulés et casqués. Bon, alors là, c'est complètement fou. C'est complètement dingue, hein. Et bon, c'est vraiment l'État policier. L'État policier, il est arrivé. Et il est arrivé avec la bénédiction des anciens 68ards, comme Cohn-Bendit ou Romain Goupil, qui sont des chiens de garde actuels du libéralisme économique, qui à l'époque fustigeaient le général de Gaulle et Pompidou, en disant que c'était des dictateurs, etc. Donc, bon, l'État policier, il est arrivé en France. Il est arrivé en France. Et alors, comment on va faire pour lutter maintenant de manière efficace contre ça? Bon, alors là, franchement, j'en sais rien. Et d'ailleurs, je vous renvoie la question, hein. D'ailleurs, là, je sais pas si je vais le faire demain ou plus tard dans la semaine, mais je vais organiser un débat là sur la chaîne YouTube. J'ai déjà quelques personnes volontaires, donc si vous êtes volontaire pour venir débattre, et quelle que soit votre sensibilité politique, d'ailleurs que vous soyez partisan du mouvement ou non, hein, je vous invite si vous avez envie de parler, que vous avez des arguments, et si vous n'êtes pas dans la provocation, mais dans le débat raisonnable, je vous invite à me MP sur JVC, hein. Je suis pas difficile à trouver. Et donc voilà, je compte organiser ce débat assez vite, peut-être demain soir, après 18h, je vais voir. Donc bon, on reparlera de tout ça, et on pourra aussi faire un bilan sur les manifestations d'aujourd'hui, puisque là il y a les pompiers qui manifestent, demain il y a un nouvel appel à la manifestation aussi. Donc on va pouvoir faire un bilan de tout ça, et aussi parler aussi de ces dernières semaines politiquement qui sont vraiment incroyables, hein. Je pense que
le macronisme, là, bon, moi je sais pas vous, mais moi je trouve le temps long, quoi. Il se passe tellement de trucs tous les jours, et les semaines sont tellement intenses, en bouleversement, en changement, en annonces, en mensonges, en propagande, en répression. Les semaines sont tellement intenses que voilà, enfin le temps est super long. Comment on va arriver jusqu'en 2022 je sais pas, hein, franchement. Moi j'ai l'impression là que ça fait déjà 10 ans qu'on est sous la Macronie. Je sais pas vous quoi. Bon sur ce, je crois que j'en ai terminé là avec mon petit état des lieux là, mes petites observations. Je vous renvoie à la description, hein. Et bah, d'ici là, je vous embrasse et mes sincères salutations à ceux qui sont en lutte et à ceux qui ne le sont pas. Voilà, ciao.